Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Biden déclare que la Maison-Blanche envisage plusieurs façons d'aider les Cubains. Il s'en est également pris au régime cubain, le qualifiant d'État défaillant qui réprime son peuple. Il a eu également des mots étonnamment clairvoyants sur le communisme, en disant que le communisme est un système en échec, un système universellement en échec, et il ne voit pas le socialisme comme un substitut très utile. Ces propos interviennent alors que les Cubains qui protestent affirment que ce qu'ils combattent, c'est le communisme, et non ce que beaucoup disent être des pénuries de marchandises. Mais Biden estime qu'il est difficile de trouver des moyens d'aider Cuba sans que le régime communiste n'en profite. Par exemple, la possibilité d'envoyer des fonds à Cuba. Nous ne le ferions pas, dit-il, maintenant parce qu'il est très probable que le régime confisque ces fonds, ou en tout cas une grande partie d'entre eux. Il a ajouté qu'il donnerait des vaccins, mais seulement si un groupe international les administrait. Quant au blocage d'Internet, nous examinons, dit-il, si nous avons la capacité technologique de rétablir cet accès. Le gouverneur de la Floride affirme que le rétablissement d'Internet est l'une des mesures les plus efficaces que les États-Unis puissent prendre. Ron DeSantis affirme que la chose que les régimes communistes craignent le plus est la vérité. Si nous sommes capables d'aider les Cubains à communiquer entre eux, à communiquer aussi avec le monde extérieur, cette vérité aura de l'importance. Le gouvernement cubain a annoncé mercredi qu'il levait les restrictions douanières sur la nourriture, les médicaments et les produits d'hygiène. Cette annonce intervient 3 jours après que des manifestations de masse aient éclaté sur l'île, motivées en partie par des pénuries chroniques dans les magasins. La nouvelle mesure restera en place pour le reste de l'année. Le président cubain a qualifié les manifestants de criminels. Cette position est également partagée par Black Lives Matter qui considère que les sanctions américaines inhumaines contre Cuba sont au cœur de la crise actuelle de l'île. Mais Fergus Hodgson, directeur d'Econ America, une société de conseil financier, explique à NTD que les sanctions américaines ne sont pas au cœur de la crise. Le fait est, dit-il, que Cuba peut commercer avec n'importe quel pays de la planète, sauf avec Israël et les États-Unis. Un journaliste de NTD pose alors la question de savoir si ces sanctions n'était pas en place, le peuple cubain serait-il dans une meilleure situation aujourd'hui? Fergus répond que c'est difficile à dire, mais les sanctions ont été mises en place par le gouvernement américain, en fait d'abord en 1958, puis renforcées en 1960 pour empêcher un abus de pouvoir. En 1958, le dictateur Batista se comportait de manière agressive et les États-Unis ne voulaient pas leur fournir davantage d'armes militaires. Ensuite, quand le régime de Castro est arrivé, ils ont juste nationalisé et confisqué la propriété privée. Alors, les gens seraient-ils mieux lotis ? Peut-être. Le fait est que le but est de ne pas renforcer le régime, donc à court terme, les gens pourraient être légèrement mieux lotis, mais ils seraient coincés avec ce régime parasite. Et la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a rendu l'idéologie communiste de Cuba responsable de ses propres échecs économiques. Et nous passons maintenant à des nouvelles un petit peu plus légères. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, donne 200 millions de dollars à la Smithsonian Institute pour son musée national de l'air et de l'espace. Cette institution affirme qu'il s'agit du don le plus important depuis sa fondation en 1846. Selon cet institut, 70 millions de dollars de son don serviront à la rénovation du musée. Le reste de la somme sera consacré à la construction d'un Bezos Learning Center. Ce centre encouragera les étudiants à explorer les sciences, les mathématiques et l'ingénierie. Cette donation intervient alors que l'homme le plus riche du monde s'apprête à effectuer son premier vol dans l'espace mardi. Et ce vol a lieu le jour du 52e anniversaire de l'alunissage d'Apollo 11 par Neil Armstrong. La société de fusée de Bezos a récemment obtenu l'autorisation du gouvernement de lancer des personnes dans l'espace, y compris lui-même. L'administration fédérale de l'aviation a donné son feu vert le 12 juillet. La licence est valable jusqu'au mois d'août. Le vol de Blue Origin devrait atteindre une altitude maximale d'environ 106 km avant d'être parachuté dans le désert. Bezos a fondé Blue Origin en 2000. Il emmènera le vaisseau spatial de sa société Blue Origin avec 3 autres membres d'équipage pour son vol suborbital historique non piloté.
Et Olivier Diamond, 18 ans, est la plus jeune personne à s'envoler dans l'espace et à rejoindre Bezos pour son vol historique. Blue Origin choisit un adolescent pour aller dans l'espace avec Jeff Bezos. Olivier est prêt à décoller à bord de la nouvelle fusée Shepard. Son compagnon de voyage, Wally Funk, 82 ans, sera lui le plus âgé. Olivier ne devait pas être du voyage à l'origine. Blue Origin dit que le mystérieux enrichisseur qui a payé 28 millions de dollars pour le siège avait des conflits d'horaires. Ils ont donc fait monter Olivier, qui a participé à l'enchère et a obtenu le siège sur le deuxième vol. Blue Origin n'a pas divulgué le montant de son paiement. Et quant au gagnant initial, il s'envolera pour une prochaine mission. Olivier a obtenu son diplôme d'études secondaires en 2020 et il a pris une année sabbatique pour obtenir sa licence de pilote privé. Il devrait entrer à l'université aux Pays-Bas en septembre pour étudier la physique et la gestion de l'innovation. Et avant de se quitter, prenons quelques temps pour regarder les hiéroglyphes modernes ou ce que l'on appelle les emojis. Adobe a publié son rapport sur les tendances mondiales en matière d'emoji avant la journée mondiale de l'emoji qui a eu lieu samedi. Le rapport a interrogé 7000 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Japon, en Australie et en Corée du Sud. Le rapport révèle que 88% des utilisateurs d'emoji dans le monde disent qu'ils sont plus susceptibles de ressentir de l'empathie envers quelqu'un qui utilise un emoji. 67% d'entre eux pensent que les utilisateurs sont plus drôles, plus cool et plus amicaux que les personnes qui n'utilisent pas d'emoji. Plus de la moitié disent que les emojis ont un impact positif sur leur santé mentale et 90% d'entre eux affirment que l'utilisation d'un emoji facilite leur expression. 55% sont plus à l'aise pour exprimer leurs émotions par le biais d'un emoji plutôt que par des conversations en personne ou par des appels téléphoniques. Enfin, 89% d'entre eux reconnaissent que les emojis facilitent la communication au-delà des barrières linguistiques. C'est vrai que la petite armée de smiley a changé la façon dont beaucoup communiquent. 75% d'entre eux pensent qu'il est acceptable, par exemple, d'envoyer un emoji pour réponse rapide au lieu de mots et 63% des membres de la génération Z disent utiliser l'emoji d'une manière différente de celle prévue. La génération Z sont des personnes nées entre 1995 et 2010. Les générations Z représentent 32% de la population mondiale. Et maintenant, quel est l'emoji le plus populaire? Eh bien, c'est celui rire aux larmes qui est officiellement l'emoji le plus populaire au monde. L'emoji pouce levé arrive en deuxième position, suivi par l'emoji cœur rouge. Les emojis clin d'œil et baiser et le visage triste avec une larme complètent le top 5. Adobe a publié ses résultats avant la journée mondiale de l'emoji. Et pour en rester aux emojis, Microsoft fait revenir l'assistant virtuel connu sous le nom de Clippy, sous la forme d'un emoji. Clippy a fait ses débuts dans Windows 97 sous la forme d'un petit trombone destiné à aider les utilisateurs de Microsoft Office. Il a été abandonné 10 ans plus tard dans l'Office 2007. Après une pause de 14 ans, il a refait surface au début de l'année, le temps d'une journée, sous la forme d'un autocollant animé dans les équipes Microsoft. Aujourd'hui, à l'approche de la journée mondiale de l'emoji, Microsoft annonce qu'il va remplacer son emoji trombone standard par une image de Clippy. Microsoft a annoncé ce retour dans un tweet en précisant que s'il obtenait 20 000 likes, il procéderait au changement. Clippy fait partie d'un plus grand rafraîchissement de 1800 emojis dans toutes les applications et services de Microsoft. Le rafraîchissement complet aura lieu dans le courant de l'année, mais certains des nouveaux emojis ont déjà été dévoilés. Et c'est le cas de cette poignée de main multiraciale ou encore très tendance et d'actualité, un homme enceinte, ce qui crée une certaine confusion. Certains en effet disent qu'il ressemble plus à un ventre de bière ou à un buffet à volonté. Les designs peuvent encore être susceptibles d'être modifiés et les gens peuvent voter pour leur préféré. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.